Nous sommes sur le chapitre sur la concurrence imparfaite sur les marchés et nous allons voir le grand 1, voilà, qui va retracer en fait comment fonctionne le monopole. Donc grand 1, qu'est-ce que le monopole? Voilà, c'est dans votre plan que je vous ai distribué. Donc le monopole, il y a d'abord une diversité de monopoles, donc notez le point 1.1. La diversité des monopoles, et on va commencer comme chaque cours à définir ce qu'est le monopole. Donc c'est très simple, définition, c'est un marché caractérisé par la présence d'un seul vendeur. Voilà, le monopole, c'est un marché caractérisé par la présence d'un seul vendeur, mono, seul, donc marché où il n'y a qu'un seul offreur en fait. Et donc, il y a trois types de monopoles. D'abord, le monopole institutionnel. Le monopole institutionnel, ce serait le monopole public, en fait, où il y a des obstacles législatifs, c'est-à-dire que la loi, les députés votent des lois avec les sénateurs, qui disent, par exemple, la SNCF est un monopole public pour des raisons d'intérêt général. Voilà. Donc, le monopole institutionnel, c'est un monopole lié aux obstacles législatif dans le cadre de l'intérêt général. Pour l'intérêt général, cela est mis en place. Donc existence d'obstacles législatifs pour assurer l'intérêt général. Voilà, exemple de la SNCF, qu'on reverra en fait dans le dossier documentaire, aussi que vous allez faire en cours après avoir vu cette vidéo, et vous aurez à débattre aussi sur ce thème. Deuxième forme de monopole, c'est le monopole naturel. Le monopole naturel, c'est le fait qu'il existe des conditions techniques de production ou la taille du marché, ça peut être aussi la taille du marché ou les conditions techniques de production, qui obligent en fait à des économies d'échelle tellement importantes que le maintien d'un monopole est nécessaire. Donc je répète, conditions techniques de production et taille du marché qui engendrent des économies d'échelle obligeant à un monopole, car les coûts fixes sont très élevés. C'est-à-dire que pour EDF, par exemple, l'électricité de France, les conditions techniques, c'était historiquement de mettre des câbles partout sur le territoire. Et donc on n'allait pas avoir un marché, parce que ça voudrait dire que chaque entreprise pose ses câbles. Et les câbles sont tellement chers, tellement coûteux à déplacer. Vous avez par exemple une maison à la campagne à 10 km du bourg, et bien il faut mettre 10 km de câbles pour raccorder, donc jamais une entreprise fera ça, parce que ça coûterait trop cher, et on ne pourrait pas faire payer aux clients les 10 km de câbles, qui sont très, très chers. Donc le monopole naturel, c'est lié en fait souvent à des réseaux qui sont tellement coûteux à mettre en place que seule la puissance publique, seul l'État, peut assurer ces coûts fixes très importants. Ensuite, le monopole d'innovation. Le monopole d'innovation, c'est quoi? C'est quand une entreprise, en fait, est la seule à produire un bien parce qu'elle, justement, elle a innové. Donc, monopole d'innovation, entreprise qui est la seule sur le marché, suite à un produit novateur. Seule sur le marché, suite à un produit novateur. Et sa position de monopole la rémunère. Sa position de monopole la rémunère. Ainsi, elle récupère les coûts. De recherche et développement. Si vous avez passé 10 ans à faire un projet, d'hélicoptère, eh bien, le fait d'être sur le marché tout seul pendant 10 ans de nouveau, pendant ces 10 années où vous êtes seul sur le marché de l'hélicoptère, vous allez récupérer l'argent investi initialement par l'avance en fait, de recherche et développement que vous avez fait au fur et à mesure. On a vu dans le premier chapitre du marché que le marché de concurrence parfaite, ou pure et parfaite, selon Walras, était le meilleur système de fonctionnement d'après sa théorie, d'après lui. Donc il fallait de la concurrence amenait à avoir le prix le plus bas,
et que tout le monde avait des gains à l'échange, hein, vous vous rappelez, c'était dans le contrôle, les gains à l'échange qui permettent de diviser en deux parties égales les surplus, hein, surplus du producteur, surplus du consommateur. Alors pourquoi le monopole est en fait inférieur pour Valras à la concurrence pure et parfaite, hein. Donc ça va avoir des implications importantes sur la vie économique du pays. En monopole, il y a une capacité de l'entreprise à jouer sur le prix. Il aura un pouvoir de marché supérieur. On a déjà vu ce que c'était que le pouvoir de marché, hein, c'est le pouvoir de fixer un prix. Alors qu'on a dit en concurrence pure et parfaite, une des hypothèses, c'est que finalement aucun agent, du fait de l'atomicité des agents, il n'y a aucun qui peut imposer le prix. Le prix est imposé en fait par le marché, par le commissaire-priseur. C'est l'image du commissaire-priseur fictive évidemment, mais qui impose lui le prix et aucun agent ne peut le faire. En monopole, c'est bien différent. Tout d'abord, le monopoleur peut très bien absorber en fait toute la demande, par définition, et augmenter sa production pour que un maximum de personnes puissent acheter son produit. Donc elle baisse le prix et elle capte toute la demande. Ensuite, le monopoleur peut évidemment fixer son prix à un niveau tel qu'il le fixera peut-être plus haut, alors plus haut mais pas forcément très très haut. Pourquoi ? Parce que il va dissuader les acheteurs sinon. Mais il a une capacité à imposer un prix un peu plus élevé en théorie. Mais voilà, la limite c'est il ne faut pas décourager les acheteurs évidemment. S'il y a un monopole sur le chocolat et qui fixe le prix du chocolat à 10 € la tablette, il n'y a plus personne qui va en acheter. Donc, mais peut-être qu'il aura tendance à le mettre un petit peu plus haut et du coup à capter en fait le surplus. Et du coup baisser le surplus des consommateurs au minimum et lui accroître son surplus du producteur. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients, hein. Donc réutiliser après cet argument-là dans les débats. Ensuite, elle ne peut pas non plus mettre un prix très très bas. C'est-à-dire que si elle veut capter toute la demande, elle a intérêt à mettre un prix plus bas. Mais le prix, il peut baisser dans la mesure où les coûts de production sont peu élevés, hein. Et donc elle va être limitée quand même, parce qu'elle ne pourra pas fixer le prix de la tablette à 10 centimes la tablette. Parce que à produire, ça coûte davantage. Donc le pouvoir de marché, on va répéter la définition. Donc définition de pouvoir de marché, c'est la capacité d'un agent économique à agir sur le prix. Capacité d'un agent économique à agir sur le prix ou les quantités. Voilà, agir sur le prix ou les quantités sur un marché. C'est bon. Et cette marge de main-d'œuvre, il ne l'aurait pas évidemment en concurrence pure et parfaite. Et ce fort pouvoir de marché est sanctionné aujourd'hui par les pays ou l'Union européenne. En France, c'est l'Union européenne qui gère la question de la concurrence, on va le revoir dans le grand 3. Et c'est puni. C'est-à-dire qu'un monopole privé, par exemple, suite à une innovation, va être surveillé pour qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante. Voilà. L'abus de position dominante, c'est un concept aussi qu'on va définir. C'est l'idée que s'il empêche les autres de rejoindre le marché, par exemple, ou bien il met des prix excessivement élevés par rapport au coût de production, eh bien l'État, comme les États-Unis, ou pour nous l'Union européenne, peut sanctionner cet abus de position dominante. Et voilà, ou très bien, il peut aussi parfois empêcher qu'il y ait des groupes industriels soient tellement conséquents qu'ils soient dans une position toute puissante. C'est-à-dire que si par exemple il peut très bien ne pas être seul sur le marché, mais si c'est la seule grosse entreprise qui capte 90% du marché, on peut considérer qu'il y a abus de position dominante, parce qu'à côté, si tout le monde est éclaté, tous les autres producteurs sont très petits, et lui capte 90% du marché, il est quasiment en situation de monopole. Le monopole, ça ne veut pas aussi forcément dire 100%, mais dès lors qu'on est à 90%, on est de facto dans une position quasi monopolistique, on dit. Donc, définition d'abus de position dominante. C'est une situation dans laquelle une entreprise utilise son poids important face à ses concurrents
utilise son poids important face à ses concurrents pour biaiser, biaiser, ça veut dire manipuler en fait, pour biaiser les marchés à son profit. Donc, situation dans laquelle une entreprise utilise son poids important face à ses concurrents pour biaiser les marchés à son profit. Ça veut dire biaiser les marchés à son profit, ça veut dire soit imposer des prix, et souvent il va essayer d'imposer des prix parfois bas pour casser la concurrence, pour la faire disparaître. Donc c'est ça aussi que ça veut dire. Donc voilà, je vous ai dit tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est attention à la position dominante, sinon il va être sanctionné, donc on veille à ça. Et les quantités, on va le voir, les quantités offertes ne doivent pas limiter la capacité des autres concurrents. Ils doivent toujours avoir une concurrence, donc l'État veille, grosso modo, à ce qu'il y ait des concurrents, voilà, et pas être dans une position de monopole, ou alors le monopole ne doit pas conduire à une situation où on empêche les autres d'arriver sur le marché. Et puis, deuxième inconvénient qu'on a déjà dit, c'est la question du surplus, où finalement le consommateur n'aurait plus de surplus, et du coup ce serait en défaveur des consommateurs. Bien, 1.2, là ça va être plus rapide, la représentation graphique de l'équilibre de monopole. Vous l'avez sur le plan. Donc là, reprenez le document 4, page 37, et on voit un graphique qui permet de voir, bon, vous avez la demande, toujours décroissante, et la courbe d'offre croissante. La courbe d'offre correspond au coût marginal de la firme, parce que de la firme de l'entreprise. Si vous vous rappelez, quand on est sur le marché de concurrence pure et parfaite, les offreurs vont offrir leurs marchandises jusqu'à ce que le coût marginal égalise le prix. Si vous vous rappelez, on a vu ça dans le premier chapitre. Donc, ici, sur un marché de monopole, le coût marginal ne va plus être égal au prix, parce qu'avant le prix était donné dans le marché de concurrence pure et parfaite, mais il va être plutôt choisi, ou il va être en fonction, ce coût marginal, en fonction de la recette marginale. C'est-à-dire que la recette marginale, c'est l'entreprise monopole va produire tant qu'elle a du profit. Et elle va s'arrêter quand le profit devient zéro, devient nul. Donc vous avez sur le graphique, vous regardez la demande décroissante, et puis aussi la recette marginale qui est décroissante un peu plus bas. Pourquoi ? Parce que la recette marginale, au fur et à mesure où vous produisez, votre profit diminue. Il y a une tendance à ce que le profit diminue dans la mesure où vous allez capter, par exemple, au début, les gens qui sont prêts à mettre 10 € la tablette de chocolat, par exemple. Donc là, il y aura profit maximum. Et puis petit à petit, vous allez avoir les consommateurs les moins friands de chocolat. Donc eux, ils vont être plutôt prêts à mettre 2 €, ils vont être plutôt raisonnables pour une tablette. Donc le profit diminue au fur et à mesure. Donc la recette marginale de l'entreprise diminue aussi en théorie, plus finalement le prix est bas. Et donc, vous regardez sur votre graphique, le point d'équilibre bouge, change, c'est plus le point de rencontre entre l'offre et la demande, mais c'est le point de rencontre entre la recette marginale, la courbe de recette marginale décroissante, et l'offre. Et donc la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on a un changement des quantités. Donc la quantité du monopole est inférieure, dans ce cas-là, à la quantité d'équilibre du marché. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de production, moins de vente. Et ensuite, on voit apparaître le surplus, une augmentation en fait du surplus et du pouvoir de marché du monopoleur. Parce que il va imposer un prix qui va être un petit peu plus élevé. Vous regardez sur l'axe des ordonnées, le prix va s'élever par rapport à un cas de concurrence pure et parfaite. Donc, une entreprise va arrêter, une entreprise en monopole va arrêter plutôt de produire pour un prix plus élevé. Donc c'est pour ça qu'on dit que le monopole est sous-optimal, puisqu'on a vu qu'à l'inverse, la CPP, concurrence pure et parfaite, est l'optimum, le marché idéal. Bon, là on a un marché de monopole qui est moins idéal, qui est sous-optimal, on dit.
Voilà, vous savez tout pour le grand 1.